Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo de la série Préparation à la certification NCPCI, Nutanix Certified Professional Cloud Integration, donc examen qu'on peut passer en teinte Azure ou en teinte AWS. On est ici dans les vidéos pour AWS, et donc on a déjà vu pas mal de choses. On a déployé le cluster, si vous avez suivi en tout cas tout le workflow. On a fait, la dernière opération était l'intégration native des VPC AWS pour les UVM. Et bien dans cette vidéo ici, on va venir faire la partie parler du stockage et également du chiffrement à reste de ces données. Alors le stockage NC2 dans AWS, globalement on peut le diviser en deux zones principales. Les zones core actives, c'est-à-dire un cluster en cours d'exécution, où est son stockage, comment il est géré. Donc en gros il est géré par le cluster Nutanix au travers de Stargate, qui est un des process qui fait ça. Et globalement, on utilise le stockage locaux de chacun, donc les storage instances. Le storage instance, c'est ça, de chacune des instances C2, donc les NVMe, et puis on en fait un stockage hyper convergé, grâce au software Defined Storage. On va voir qu'on peut également rajouter à ce stockage local à l'instance un stockage EBS, ça c'est des subtilités. Et puis on va parler également d'hibernation, parce qu'on peut également hiberner des clusters, et l'hibernation d'un cluster, quand il ne tourne pas, en gros, on prend l'espace de stockage, la volumétrie qu'il avait, et on la dump en fait sur un bucket S3, donc sur du stockage objet côté AWS, ce qui permet du coup d'économiser de l'argent surtout, parce que les nœuds ne tournent pas, ils ne sont pas actifs. Donc on a deux zones de stockage, celle utilisée quand le cluster est en cours d'exécution, et celle un petit peu moins chère quand le cluster n'est pas en utilisation. Et donc cette gestion flexible, ça permet également de gérer un peu mieux ses coûts. Donc dans un cluster NC2, il y a déjà deux volumes EBS qui sont attachés, un pour AHV et un pour la CVM. Donc EBS, Elastic Block Storage, donc le stockage native block d'AWS. 100 Go, c'est la taille du stockage pour AHV, et 150, c'est celle pour la CVM. Donc ça, par exemple, c'est deux centres de coûts qu'on devra penser. Alors ça coûte pas très cher, mais quand on estime combien va coûter un cluster dans AWS, on doit penser à ces coûts-là. Ces deux-là sont des clusters en GP3 chiffrés. Donc GP3, globalement, c'est les performances d'un SSD. Et donc on peut rajouter du stockage additionnel de type EBS, Elastic Block Storage. Donc ça apparaîtra dans les consoles Nutanix, Prism, Central Element, comme du Cloud-SSD. Et donc ça apparaîtra également comme un storage pool du côté Nutanix. Alors point important, alors, je ne suis pas certain qu'on ait les questions sur le stockage EBS dans la certification, car aux dernières nouvelles, la certification s'arrêtait à la version 6.7, or c'est arrivé dans la 6.8, mais juste par précaution, c'est bien de le savoir. Si vous voulez faire du stockage additionnel EBS, il vous faudra une licence AOS ou NCI de type Ultimate. Ça, c'est une petite subtilité. C'est bien pour les scénarios d'ElasticDR, quand en gros on veut avoir peu de nœuds mais beaucoup de stockage, parce qu'on fait juste de la réplication, puis on sait que le jour où on a besoin de démarrer des nœuds additionnels, c'est facile, et donc du coup on n'a pas envie de payer plus de nœuds que raisonnable, et donc c'est un bon moyen de rajouter du stockage à un nœud. C'est disponible que pour les instances de type I3, I3EN, I4 Metal, et que pour des clusters homogènes, donc avec une seule et même famille de nœuds dans le cluster. Et on peut ajouter donc ce type de stockage lors de la création du cluster, ou alors a posteriori, ça on peut le faire également. Et attention, on ne fait que de l'ajout, on ne sait pas retirer du stockage EBS. Sur le chiffrement, globalement on n'a pas de chiffrement au niveau des disques, donc on n'a pas de dans AWS de disques auto-chiffrants, des self-encryption encryption disk, self-encrypting drive, pardon. Donc le chiffrement va se faire principalement au niveau software, et nécessitera du coup, si vous êtes en licence NCI ou AOS Pro, va nécessiter du coup d'avoir l'option de sécurité additionnelle. Donc ça c'est des coûts, c'est des licences supplémentaires liées au pack sécurité. Mais si vous êtes en AOS ou en NCI Ultimate, vous avez ça qui est intégré de base. Donc ça veut dire qu'en tant que client, vous allez contrôler complètement le chiffrement, y compris le stockage et l'export des clés. C'est juste sous votre contrôle et pas sur celui d'AWS. Il n'y a pas aujourd'hui encore de support de KMS externes tels que ceux d'AWS.
C'est fait dans le data center localement, mais c'est pas fait du côté AWS. Ensuite, pour la partie hibernation, comme j'ai expliqué, le but est de réduire les coûts. C'est bien aussi pour des environnements de test and dev qu'on utilise pas par exemple le week-end ou pas souvent. Et l'idée, effectivement, c'est on fait tourner ces workloads, on n'en a plus besoin, on passe en mode hibernation, tout le contenu des données et l'état du cluster sont envoyés dans un bucket S3, même dans un bucket S3. Et le jour où on a besoin de redémarrer le cluster, et ben, il recrée un nouveau cluster, et ensuite il réhydrate ce nouveau cluster avec les données en provenance du bucket S3. Donc, économiquement, c'est assez intéressant. Après, ça prend un certain temps en fonction de la volumétrie effectivement qu'on a à dumper ou à restaurer depuis le bucket S3. Donc l'hibernation, globalement, voilà, vous avez vos blocs, votre EBS. Donc vous avez tout ce qui est HV et CVM, plus le stockage local, l'instance storage. Et ben, tout ça, donc, sur l'hibernation, va être envoyé directement à S3. Donc on passe par un service endpoint pour réduire les coûts, hein, parce que si on sortait directement sur une URL publique S3, on paierait des coûts de egress, ce qui est stupide. Et le paramétrage de ça est relativement simple, parce qu'il suffit de venir sur son cluster, donc de bien vérifier qu'on a, alors il y a des prérequis, on a bien tout arrêté avant, et ensuite vous pouvez venir sur Action, cliquer sur Hibernate, là on vous rappelle tout ce qu'il faut, parce qu'on ne le lit jamais, mais il faut le lire au moins une fois, tout ce qu'il faut bien penser avant de lancer l'hibernation, donc arrêter toutes les VM, désactiver les réplications synchrones si on en a, désactiver les snapshots, ne pas faire à ce moment-là d'opération en même temps de failback ou de failover, voilà, donc il y a plein de petites choses, de ne pas créer de nouvelles configurations de DR, voilà. Donc il y a plein de petites choses à lire quand même, c'est bien de le lire une fois. Et si on a respecté tout ça, à ce moment-là, effectivement, on peut descendre un peu plus bas. Et donc là, on va simplement recopier le nom du cluster ici, et ensuite, on pourra cliquer sur le bouton Hibernate Cluster. Voilà. Alors, pour avoir déjà essayé l'opération, hein, si on ne respecte pas tout, on peut foirer un cluster. Donc, on fait attention avec ça. Et donc, la préparation de l'hibernation, c'est quoi? Ben, c'est vérification que tout est bien respecté, ensuite copie des données vers le bucket S3, et arrêt des hosts, tout simplement. Donc ça va prendre un peu de temps, mais ça c'est plutôt bien. Le résumé, vous l'aurez compris, bah, c'est l'opération inverse. On sort du bucket S3 les données, donc création d'abord d'un nouveau cluster, réhydratation du cluster avec ces données, le tout en image, en version un petit peu accélérée. On va prendre un cluster qui est en mode en statut hiberné, et puis on va venir simplement cliquer, donc là il est bien hiberné, et on va cliquer sur le bouton Résume Cluster, et il va vous dire, vous êtes sûr que vous voulez bien résumer le cluster, et on va dire oui, enfin, on va cliquer sur Résume, là, il n'y a même pas de validation. Là il va créer un nouveau cluster, donc il démarre des nouveaux hôtes, et ensuite il va copier les données dessus, et à ce moment-là, démarrer vraiment le cluster. Ça peut prendre un peu de temps, ça dépend encore de la volumétrie que vous avez à l'intérieur. Comptez quand même quelques dizaines de minutes, même pour quelque chose de base. Là, c'est un peu accéléré, hein, c'est la magie de la vidéo. Eh bien, on a terminé cette partie-là. Hop, on est plutôt pas mal. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tous les liens et la suite, la playlist, c'est en bas, dans la description. Merci de l'avoir suivi, et à bientôt.